Français parlent aux Français. Compagnons internautes, bonjour. Nous avons, durant la dernière vidéo, parlé du Dewatin 520 au service de l'Axe, c'est-à-dire du gouvernement de Vichy jusqu'en novembre 42, puis de l'Allemagne et de ses satellites, Italie et Bulgarie, après cette date. Mais il se trouve que le Dewatin a continué à servir l'effort de guerre des Alliés dans les forces françaises libres, puis dans l'armée de l'air d'Afrique du Nord, ralliée aux Alliés après novembre 42, et enfin dans les forces françaises de l'intérieur, issues de la résistance après la libération en juillet 44. Ils termineront ensuite leur carrière comme appareil d'entraînement jusque dans les années 1950. Je traiterai donc de ces 4 points dans cette dernière vidéo qui clôture notre série de vidéos sur le Dewatin 520. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit retour en arrière pour parler des Dewatin 520 qui ont servi la France libre. 7 pilotes se sont évadés à bord de leur Dewatin 520 pour rejoindre les forces du général de Gaulle, qui au total a disposé de 9 de ces appareils dans son inventaire. Voici leur histoire. Les 3 premiers d'entre eux, en fait, partent en dissidence, selon l'expression consacrée par Vichy, le jour même de l'armistice. Le 24 juin 1940, dernier jour des combats, le groupe de chasse 3-7, replié à Toulouse, reçoit des Dewatin 520 après avoir passé la campagne à combattre sur Morane 406. L'armistice entre en application le lendemain et le groupe n'a pas l'occasion de s'enfuir en Afrique du Nord sur ses toutes nouvelles montures puisque les clauses de l'armistice interdisent tous les vols. Donc, ni une ni deux, 3 pilotes décident de passer outre les ordres et s'envolent à l'aube du 25 juin 1940 sur leur Dewatin 520 vers l'Angleterre, se posant près de Portsmouth. Il s'agissait de l'adjudant-chef Litolf, qui est alors un as de la campagne de France avec 6 victoires obtenues sur Morane 406, et il pilotait pour ce vol le Dewatin numéro 127. Il y avait le sous-lieutenant André Feuillerat sur le 139 et le sergent-chef Aloïs Moulin sur le 409. Les 3 pilotes s'engagent aussitôt dans les forces aériennes françaises libres et sont envoyés dans des Operational Training Units, OTU, pour être formés au pilotage d'appareils britanniques, tandis que leurs Dewatin vont recevoir des cocardes britanniques et une peinture orange jaune sous le fuselage pour ne pas être confondus avec des appareils allemands donc ils vont être stationnés à Odinham avec d'autres avions de la France libre qui ont rallié le général de Gaulle. Mais ni les Dewatin ni leurs pilotes ne vont être utilisés en opération pendant la bataille d'Angleterre. Ils vont s'embarquer à la fin du mois d'août 1940 pour l'expédition maritime qui va tenter de rallier Dakar et l'Afrique occidentale française à la France libre. L'affaire sera un échec, les troupes de Vichy vont résister par la force, ce qui va entraîner la capture de Moulin, qui avait décollé d'un porte-avions britannique dans un petit avion biplan de liaison pour tenter de négocier avec les pilotes français de la base de Dakar. Les troupes de la France libre, donc défaites devant Dakar, débarquent alors en Afrique équatoriale française, dont elles obtiennent le ralliement complet. Après quelques combats d'ailleurs, les pilotes de chasse de la France libre vont s'installer à Douala les derniers jours des hostilités contre les troupes vichistes avec leurs 2 Dewatin 520 repeints en couleur française, le 139 et le 409, parce que le 127, qui était accidenté en Angleterre, y est resté. Donc, malheureusement, les 2 Dewatin ont souffert du voyage dans les cales d'un cargo britannique, mal stockés dans leur caisse, leur cellule est déformée. Ceci va causer un accident mortel. Feuillerat va se tuer suite à une vrille sur le Dewatin numéro 409 le 18 novembre 1940. Le numéro 139, finalement, va être réparé, va voler encore quelques mois en Afrique équatoriale française aux mains d'Albert Litolf avant d'être cloué au sol par le manque de pièces de rechange. Litolf, lui, va ensuite combattre en Libye au sein de la première escadrille de chasse de la France libre dans le régiment de chasse Normandie-Niémen où il va tomber au combat le 16 juillet 1943 après avoir remporté au total 16 victoires aériennes. La seconde arrivée de Dewatin dans l'inventaire de la France libre est consécutive à l'invasion du Levant, c'est-à-dire de la Syrie et du Liban, qui sont conquis en juin 1941 par les troupes britanniques et de la France libre après des combats contre les troupes vichistes. Au terme du conflit, les groupes de chasse de l'armée de l'air qui défendaient le Levant se replient tous en Afrique du Nord, mais vont laisser sur place quelques avions endommagés ou incapables de faire la traversée.
C'est ainsi que les aviateurs de la France libre mettent la main sur deux Dewattin 520. Ce sont d'anciens appareils du groupe de chasse 3-6, le numéro 302, et un donc du groupe de chasse 2-3, le numéro 397. Ils vont les remettre en état de vol, tout comme un lot d'une dizaine de Morad 406. Donc, tous ces appareils vont être utilisés pour l'entraînement des pilotes de chasse de la France libre, et notamment les pilotes qui vont plus tard former le groupe de chasse Alsace, le premier groupe de chasse FA-FL. Le Dewattin 520 numéro 302 va même être entièrement décapé, comme vous voyez ici, et repeint d'un enduit beige étant revêtu de croix de Lorraine sur le fuselage et les ailes. La troisième arrivée de Dewattin dans l'arsenal de la France libre va prendre les dimensions d'une véritable affaire d'État. On est le 14 octobre 1941 et on a trois pilotes du groupe de chasse 1-3 de l'armée de l'air d'Armistice qui sont stationnés à Oran. Ils vont profiter d'un exercice de vol pour se faire la malle et se poser à Gibraltar et rejoindre la France libre. Ce passage en dissidence va provoquer la fureur de la commission d'armistice. Les Allemands exigent la dissolution du groupe de chasse 1-3. Les Italiens réclament même la peine de mort pour le chef du groupe et ses chefs d'escadrille. Alors Vichy va s'en tirer en s'excusant, en livrant des véhicules à l'armée allemande et en mutant les chefs du 1-3 et même en supprimant, du moins formellement, le groupe de chasse 1-3 qui va simplement devenir le 3-3. C'est un simple jeu d'écriture, mais avec les mêmes pilotes et les mêmes appareils. Donc on suppose que les trois Dewattin qui sont maintenant dans les mains de la France libre, c'était les numéros 102, 144 et 187, ont été plus tard convoyés par voie maritime vers le Levant où ils ont servi pour l'entraînement des pilotes. On n'est pas sûr de cette info. Mais l'apport militaire le plus important pour la cause alliée est surtout les trois pilotes. Parce que c'était respectivement le sergent-chef Marcel Albert et les sergents Albert Durand et Marcel Lefebvre, trois pilotes de chasse très expérimentés qui, après avoir servi pendant un temps dans les forces aériennes françaises libres en Angleterre, dans des squadrons britanniques, ils vont se porter volontaires pour le régiment de chasse Normandie, devenu le célèbre Normandie-Niemen, où ils vont s'y couvrir de gloire. Marcel Albert va survivre à la guerre et en devenant, avec 23 victoires aériennes homologuées, l'as des as de la chasse française de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Durand et Lefebvre vont obtenir 10 victoires chacun, mais vont tomber en combat. Le 1er septembre 1943 pour Durand et le 28 mai 1944 pour Lefebvre, qui va décéder de ses blessures le 5 juin 1944 dans un hôpital de Moscou. Lefebvre et Albert vont être faits héros de l'Union soviétique. Les trois pilotes seront également tous nommés compagnons de la libération par le général de Gaulle. Enfin, le 13 novembre 1942, le sergent Yves Fauroux, qui est un pilote du groupe de chasse 2-6 stationné au Sénégal, apprend que l'Afrique du Nord s'est ralliée aux Alliés suite à l'opération Torche. Donc, sans attendre la décision du gouverneur vichiste de l'AOF, le général Boisson, il va s'évader sur son Dewattin 520 de la base de Thiès, près de Dakar, et se poser en Gambie britannique. Il va rejoindre lui aussi le régiment Normandie-Niemen, où il obtiendra une victoire aérienne et va survivre à la guerre. Alors, son Dewattin, on suppose qu'il a été rendu aux autorités françaises après le ralliement de l'Afrique orientale française aux Alliés au mois de décembre 1942. Donc ces ralliements de pilotes, 7 pilotes, vous vous dites pourquoi je vous en parle, ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas en tant que ça, si on considère qu'au total, il y a 59 avions qui ont quitté les possessions de l'empire colonial tenu par Vichy, 9 chasseurs, 13 avions de bombardement, 4 de reconnaissance, 3 hydravions de patrouille maritime et 30 avions de transport ou de tourisme pour rallier, ou du moins tenter de rallier, parce que certains se crachent au décollage, la France libre et poursuivre la lutte. 59 pilotes, c'est un nombre considérable, l'équivalent de plus de 2 groupes. Et donc, c'est à croire que l'armée de l'air de l'armistice, avec ses bandes rouges et jaunes, n'était pas si populaire que ça. En Afrique du Nord, justement, retrouvons notre armée de l'air d'armistice juste après le débarquement des troupes alliées le 8 novembre 1942 dans le cadre de l'opération Torche. Donc, après 3 jours de combat, l'armée française d'Afrique se rallie aux Alliés sous le commandement de l'amiral Darlan, qui a pris le pouvoir dans l'Afrique du Nord et qu'il prétend gouverner au nom du maréchal empêché. Tandis que la zone sud de la France, elle est envahie sans combat par les Allemands, qui rentrent d'ailleurs en Tunisie, où se replie l'Afrique corse, chassée de Libye. Du jour au lendemain, les Dewattin de l'armée de l'air d'Afrique, avec leurs pilotes, se retrouvent contre l'axe, mais non sans difficulté. Combien de Dewattin 520 sont en mesure de reprendre la lutte? C'est bien. Avant le débarquement anglo-américain, il y avait 169 Dewattin 520 en ligne dans les unités combattantes d'Afrique, Afrique du Nord et Afrique orientale française, le groupe de chasse de 6. Et on avait encore 37 autres dans les dépôts et parcs aériens, certains étaient en cours de réforme, soit au total, ça fait 199, on va dire à peu près 200 appareils. Après 3 jours de combat durant l'opération Torche,
Il y a 49 de Watine 520 qui sont perdus, 19 pour la flottille 1F de l'aéronavale, 8 au groupe de chasse 2-5 au Maroc, 15 pour le groupe de chasse 2-3 au Oran, puis 6 laissés par le groupe de chasse 2-7 à Bizerte, quand il a dû évacuer d'urgence son terrain alors que la Tunisie a été occupée par les troupes de l'Axe. Il reste donc à peu près 150 de Watine 520 dans l'armée de l'air qui se rallie aux Alliés. Mais 150, oui, mais il y en a 23 autres qui arrivent en renfort de France métropolitaine. Le groupe de chasse 1-2, qui a été recréé à Châteauroux par Vichy, après avoir été dissous suite à la campagne de juin 1940, a été donc recréé et il était destiné à rejoindre l'Afrique du Nord. Il a commencé son voyage vers l'Afrique du Nord le 6 novembre 1942, quelques jours avant que les Alliés ne débarquent. Et il était en cours de route, alors que l'information lui arrive, du débarquement lui arrive, le 8 novembre 1942, le groupe était à Istres, où il faisait une escale. Donc l'ordre de mouvement est annulé. Mais le chef de l'unité, le commandant Fleurquin, un très fort esprit de résistance, il n'en tient pas compte. Il profite d'une certaine confusion où se succèdent des ordres contradictoires pour décoller avec ses hommes pour Ajaccio et d'Ajaccio pour l'Afrique du Nord, offrant aux Alliés un nouveau groupe de chasse constitué avec ses appareils et surtout ses pilotes entraînés. Ça fait donc 173 de Watine à la disposition des autorités françaises d'Afrique du Nord, chiffre qui va vite tomber à 160 appareils au 1er janvier 1943, compte tenu de ceux qui doivent être réformés et qui vont être cannibalisés pour maintenir les autres en état de vol. Une autre question, est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus? Oui. Et là, on touche la question de la liquidation de l'armée de Vichy. Il y avait aussi en métropole, c'est-à-dire en zone sud, 3 groupes de chasse sur de Watine 520. Le groupe de chasse 1-1 qui était à Lyon, le 2-1 qui était au Luc et le 3-9 qui était à Hyères. Et plus une grande partie du groupe de chasse 2-5 qui était en cours de transformation à Toulouse-Francazal. Ça faisait précisément 96 de Watine qui étaient avec leurs pilotes, et il y en avait même 151 autres qui étaient dans les parcs, dans les dépôts de stockage, dans les écoles et les ateliers de réparation. Une bonne partie d'entre eux auraient pu être transférés en Afrique du Nord si un ordre leur avait été donné, mais il n'en a rien été, tant les chefs vichistes de l'armée d'armistice étaient ancrés dans la collaboration et étaient complètement hors sol, éloignés d'un esprit de résistance. Ils ont été avertis dès le 6 novembre 1942 de la présence d'une importante flotte alliée qui se dirigeait vers l'Afrique du Nord. Ils ont reçu le 7 une demande des autorités allemandes de laisser passer sur leur espace aérien une escadre de la Luftwaffe. Les membres du gouvernement de Vichy sont en fait tout à fait disposés à engager l'armée française, dont son aviation, en co-belligérance avec les Allemands pour lutter contre les Alliés. Mais les Allemands, en fait, n'ont que faire de leur concours et vont les rouler dans la farine une fois de plus. Ils vont demander un accès aux bases aériennes françaises en zone sud et en Tunisie, laissant supposer qu'ils accepteront l'envoi de renforts français en Tunisie et de combattre ensemble contre les Alliés. Alors Vichy accepte de leur donner un accès. Une fois sur place, les Allemands refusent tout renfort aux Français, puis expulsent les troupes françaises à coups de pied au cul des bases aériennes, humiliant les officiers commandant ces bases. L'armée de l'air d'armistice va être dissoute par l'occupant le 1er décembre 1942 et tout son matériel va être capturé. Alors, le général Romaté, qui commandait l'armée de l'air d'armistice, doute de rien, aura à la Libération le culot de réclamer un commandement dans l'armée de l'air, arguant du fait que l'armée de l'air, sous son commandement, ne s'est jamais battue pour les Allemands, ce qui est déjà très discutable. Le ministre de l'air de l'époque, le communiste et grand résistant Charles Tillon, va lui donner une leçon dans une mémorable lettre datée du 17 octobre 1944, et lui, l'ouvrier métallo, va lui apprendre à ce général ce que c'est que l'honneur militaire. Je tiens à la citer. Quand les Allemands ont envahi la zone libre en 1942, les forces aériennes n'ont pas livré combat comme normalement cela aurait dû se produire. Le général Jeannequin, qui était à ce moment-là secrétaire d'État à l'air, c'est-à-dire ministre de l'air, et vous avez refusé de vous battre pour l'ennemi. Cela ne constitue pas un titre à l'admiration et à la reconnaissance de la France. Il aurait fallu se battre contre lui. Vous avez transigé avec votre honneur militaire puisque vous n'avez pas combattu. Vous avez collaboré par le fait de ne pas avoir envoyé en Afrique du Nord le matériel volant et le personnel navigant. Vous avez manqué à votre devoir de chef en laissant surprendre par l'ennemi vos subordonnés, d'autant que plus que vous aviez été averti par lui-même de ses intentions. Vos matériels et vos installations ont été mis à sac et au pillage. Cela prouve que les mesures conservatrices dont vous voulez tirer gloire n'avaient servi à rien. En présence de l'ennemi, une seule règle est valable, combattre.
Jamais il n'est profitable au pays de se soumettre à la volonté de l'ennemi, c'est toujours déshonorant. L'ennemi avait raison de croire qu'il obtiendrait votre coopération militaire après tout ce que vous aviez accepté depuis juin 1940. Il ne fallait vraiment pas être grand clair pour comprendre que c'était son but. Les Français veulent la justice, c'est dans la justice que sera refaite une armée de l'aide digne de la France. Donc, voilà le général Romaté, chef d'état-major de l'armée de l'air de Vichy. Mais le ministre de l'air, le général Jeannequin, le nouveau ministre de l'air, il a été nommé ministre de l'air en fin 1942, remplaçant le général Bergeret. Et donc, lui, même chose. Il va même demander à rester à son poste, alors qu'il n'y a plus d'armée de l'air. Mais ça nous amène à prendre des nouvelles de notre ami le général Bergeret, qui était l'ancien ministre de l'air de Vichy. J'en ai largement parlé dans la vidéo numéro 3. À ce moment-là, il n'est plus ministre de l'air, mais il a été nommé inspecteur général de l'armée de l'air. Il est très bien renseigné par le secrétariat, il est très bien renseigné par les services secrets de l'armée de l'air. Et dès le 6 novembre 1942, quand il sait que les Alliés vont débarquer, il s'envole pour l'Afrique du Nord. Et quand l'amiral Darlan prend le pouvoir, il devient le numéro 2 du gouvernement Darlan. Et ce gouvernement qui prétend gouverner au nom du maréchal, en laissant subsister d'ailleurs toutes les lois de Vichy. Les autorités américaines semblent s'en accommoder. Et Roosevelt va être durement critiqué par la presse américaine sur ce fait. Mais bon, des résistants français vont résoudre le problème rapidement, puisque le ministre de l'Intérieur du gouvernement Darlan, Henri Dastier de la Vigerie, c'est un militant royaliste, il est nationaliste, et en fait, c'est un partisan du général de Gaulle. Son frère, François d'ailleurs, est un envoyé du général de Gaulle, et ils vont en organiser un attentat contre Darlan qui va être liquidé par le jeune François Bonnier de la Chapelle le 24 novembre 1942. Donc, Darlan supprimé, c'est le général Giraud qui va être désigné par les cadres vichistes comme successeur de Darlan, mais piètre politique qui va se faire évincer du pouvoir par le général de Gaulle, qui lui est soutenu par la résistance intérieure et toute la société civile. Il va prendre le pouvoir durant l'été 1943. Donc la chute de l'esprit de Vichy, c'est aussi la chute du général Bergeret, qui va être arrêté le 23 novembre 1943 et va finir la guerre en prison en étant jugé à la Libération. Donc, y aurait-il pu avoir plus de Dewatin? Oui. Qu'ont fait cependant les Dewatin de l'armée de l'air dans la reprise de la lutte? En 1943, le Dewatin 520, c'est un avion de la génération 1940, dont le moteur de 920 chevaux lui donne une vitesse maximum de 540 km/h, et sans doute dans les faits bien moins compte tenu de l'usure des matériels 3 ans plus tard. Donc il n'est plus véritablement de taille à affronter les chasseurs de l'Axe. Le Messerschmitt Bf-109G, qui équipe la majorité des unités de chasse de la Luftwaffe, a un moteur de 1475 chevaux qui l'emmène à 640 km/h. Le Focke-Wulf 190A, qui équipe également des unités de la Luftwaffe, est encore plus performant avec son moteur de 1700 chevaux, qui l'amène à la vitesse de 690 km/h. Quant à l'aviation italienne, le Macchi C-202, avec son moteur Alfa Romeo de 1075 chevaux, lui, il atteint les 600 km/h. Donc, résumons-nous, en un mot commençant, le Dewatin 520 est périmé en combat aérien. Et cependant, il garde une valeur militaire, parce que sa vitesse de 540 km/h lui permet encore d'intercepter les bombardiers allemands, Junker 88C, dont la vitesse maximum, elle avoisine les 500 km/h. Donc, il peut aussi être utilisé comme tout chasseur pour l'attaque au sol, comme c'est le cas par exemple du Hurricane. Le Hurricane 2 est encore utilisé par les forces alliées en début 1943, et ses performances approchent celles des Dewatin 520. Donc, malheureusement, il n'en sera rien pour le Dewatin, puisque pour l'interception des bombardiers, les Alliés ont pensé les utiliser pour des missions secondaires d'escorte des convois navals qui longent les côtes d'Afrique du Nord. On appelle ça les missions de Coastal Command, où les seuls avions ennemis qu'on est susceptible de rencontrer, ce sont des bombardiers torpilleurs ennemis à long rayon d'action. Donc le groupe de chasse 2-3 qui était sur son terrain de Oued Smar dans la banlieue d'Alger va être utilisé avec ces Dewatin pour une mission d'escorte de convoi. Mais les Alliés vont se rendre compte très vite que le matériel radio des Dewatin est incompatible avec le leur et les transmissions radio sont primordiales dans ce genre de mission. Donc, exit les Dewatin, ne seront pas utilisés pour des missions de Coastal Command. Ensuite, il y avait la question des missions d'appui-feu à l'armée française qui se bat d'ailleurs en Tunisie aux côtés des Alliés dès le mois de décembre 1942.
Donc, bon, non seulement les Dewatyn 520 ne sont pas équipés de lance-bombes, mais surtout, la Royal Air Force craint de se retrouver avec des Dewatyn face à elle, employés par les troupes de l'Axe. Comme vous pouvez le voir sur ce document. Ce sera effectivement le cas dans l'aviation italienne, même si les Dewatyn 520 saisis par les Italiens ne vont jamais être utilisés dans la campagne de Tunisie, mais dans la défense de l'Italie. Donc, comme vous pouvez le lire, les avions de la Royal Air Force ont ordre de tirer sur tout Dewatyn 520 qu'ils croiseraient en vol. Donc, que vont faire les Dewatyn 520? Eh bien, tout simplement, ils vont voler. Et voler tant que ça peut pour réentraîner leurs pilotes. Parce qu'après 2 années et demie dans l'aviation d'armistice, à rester l'arme au pied, la plupart des pilotes français ont très peu volé. Et donc, ils étaient sous le contrôle tatillon des officiers allemands et italiens de la commission d'armistice, qui sillonnaient l'Afrique du Nord, inspectaient les bases. À cette époque-là, chaque pilote français n'avait le droit qu'à 2 heures de vol d'entraînement par mois, sauf en cas évidemment de vol sur alerte. Donc c'est très peu pour espérer conserver la main dans le cas d'un pilote expérimenté. Et dans le cas d'un pilote débutant qui est fraîchement sorti des écoles, c'est carrément insuffisant pour lui permettre d'acquérir les ficelles du métier. Donc, avant de songer à réemployer les pilotes français au combat, il faut d'abord les remettre au niveau concernant le pilotage. Et ça va être précisément la tâche, une tâche obscure et ingrate, mais néanmoins essentielle, des Dewatyn 520. Il y avait 9 groupes de chasse, plus une flottille de l'aéronaval, dans l'aviation d'Afrique ralliée aux Alliés, dont 7 étaient sur Dewatyn 520. Donc d'abord, le groupe de chasse de 6, qui était basé à Dakar, en Afrique occidentale française, lui va être dissous dès le début de l'année 43 et voir ses pilotes et ses appareils répartis dans les autres groupes. Certains vont aller au groupe de chasse 1-4, d'ailleurs, qui était aussi stationné en Afrique occidentale française. Et tous les autres groupes d'Afrique du Nord vont tous quitter leur base pour laisser la place aux pilotes, aux avions américains et anglais, et vont être tous réaffectés dans le bled, loin de la zone des combats de Tunisie, mais dans des aérodromes plutôt isolés, pour se réentraîner, apprendre les méthodes de combat des Alliés, avant d'être rééquipés de matériel moderne et réengagés au combat. Donc à ce moment-là, on efface sans déplaisir les marques rouges et jaunes de Vichy sur les Dewatyn, et dont la cocarde qui réapparaît sur le fuselage, elle est entourée d'un liseré jaune. Et ces Dewatyn, on les fait voler jusqu'à plus soif. Ainsi, en un mois, les pilotes volent plus d'heures qu'ils n'en volaient en un an dans l'aviation d'armistice. Conséquence, les Dewatyn 520 disponibles, leur nombre va fondre comme neige au soleil. 36 Dewatyn sont accidentés durant les 6 premiers mois de l'année 43, dont 25 sont réformés car jugés irréparables. Pendant ce temps, au fur et à mesure de leur réentraînement et de leur rééquipement, les groupes abandonnent les Dewatyn. Le premier, c'est le groupe de chasse 2-7 qui est rééquipé sur Spitfire 5 au mois de mars 43 et il va participer aux dernières phases de la campagne de Tunisie. Le groupe de chasse 3-6, où sert le grand as Pierre Le Glohan, va recevoir des P-39 Air Cobra au mois de mai 43 et va être employé tout de suite dans des missions de Coastal Command. Le suit au mois de juin 43 le groupe de chasse 1-3 sur Spitfire 5. Le groupe de chasse 2-3, qui est le plus mal loti, doit attendre, lui, le mois d'octobre 43 pour recevoir des Hurricane 2C, à sa grande déception. Un autre groupe mal loti, le groupe de chasse 1-2, qui a pourtant évacué la zone sud, doit attendre toute l'année 43. Il va laisser ses Dewatyn au mois de décembre 43 pour partir pour l'Angleterre, où il sera transformé sur Spitfire et où va continuer la lutte. Et la dernière unité à se débarrasser de ce Dewatyn va être la flottille 1F de l'aéronaval, qui ne va recevoir en fait aucun équipement. Elle va être dissoute au mois de mai 44 et ses pilotes vont être répartis dans divers groupes de chasse de l'armée de l'air envoyés au combat. Donc au fur et à mesure des rééquipements, les Dewatyn 520 vont être envoyés dans les écoles de pilotage. La première, c'est l'école d'application du personnel navigant, EAPN, qui se crée à Marrakech, au Maroc, au 1er janvier 43 et qui remet à niveau tous les pilotes démobilisés sous Vichy, dont certains se trouvaient en Afrique du Nord, mais beaucoup arrivent de France métropolitaine en s'en évadant via l'Espagne. Ce sont des pilotes ainsi rafraîchis par l'EAPN qui vont gonfler les effectifs du groupe de chasse Normandie en 1944 et plus généralement renforcer tous les groupes combattants de l'armée de l'air. Donc tous les Dewatyn 520 survivants d'Afrique du Nord, en janvier 1944, vont ensuite être regroupés au centre d'instruction de la chasse qui s'ouvre à Meknès, toujours au Maroc, et qui va succéder à l'EAPN pour ce qui concerne simplement la chasse.
À ce moment-là, il devait rester une trentaine de Dewatin 520 en état de vol au début de l'année 1945. Mais ça, en Afrique du Nord. Parce qu'en France métropolitaine, d'autres Dewatin 520 ont fait de la résistance et ont repris la lutte contre l'ennemi. Revenons donc à Toulouse pendant l'occupation. Après l'opération Torche, la zone sud est envahie par l'Allemagne et les Panzers entrent dans Toulouse le 11 novembre 1942. Toutes les usines de l'aéronautique tombent sous le contrôle direct de l'occupant qui les maintient en activité sous la direction de sociétés allemandes. La société Erla va reprendre les rênes de la SNKZ qui produit des Dewatin, mais qui très vite, sa société va recevoir d'autres commandes pour produire des sous-ensembles d'appareils allemands ou en réparer certains, à tel point que les autorités allemandes organisent l'assemblage final des Dewatin produits pour leur compte dans l'usine de Tarbes au Sein, celle-là même, souvenez-vous, qui était prévue pour augmenter la cadence de la production au mois de juin 1940. Vous voyez la première vidéo. Donc aucun Dewatin 520 allemand ne sera cependant produit à Tarbes grâce à l'action de la résistance qui va ralentir la production autant que possible en sabotant notamment les machines-outils qui fabriquent les moteurs de changement de pas de l'hélice. En 1944, un cadre de la résistance et un officier de réserve de l'armée de l'air qui s'appelle Marcel Ségaud, qui est devenu préfet, a l'idée d'organiser, au moment de la libération, un groupe de chasse équipé de tous les Dewatin 520 qui pourrait tomber aux mains de la résistance dès que les Allemands auraient été chassés de la ville. Donc il va faire valider ce projet par son supérieur, le commissaire de la République, Jean Cassou. Un commissaire de la République, c'était un sort de super-préfet, un préfet régional en fait, clandestin pour la résistance. Jean Cassou va soumettre l'idée au Comité français de la libération nationale, le CFLN, qui va d'ailleurs devenir plus tard le gouvernement provisoire de la République française et qui se trouve à Alger sous la présidence du général de Gaulle. Alors à Alger, on n'est pas très chaud de savoir que des unités de résistance, dont certaines sont carrément d'idéologie révolutionnaire, puissent disposer d'une unité aérienne. Il y a à ce moment-là, dans le sud-ouest, 3 organisations de résistance armée, les francs-tireurs et partisans d'obédience communiste, qui rassemblent près de 16 000 hommes. Puis il y a les corps francs de la libération, qui sont issus de la résistance non communiste, qui en contrôle un peu moins. Mais la principale force de résistance, du point de vue de l'efficacité militaire, c'est sans conteste le corps franc Pommiès. Lui, il est issu de l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Il contrôle près de 9 000 hommes dans le sud-ouest, dans tout le grand sud-ouest, mais ils sont remarquablement encadrés par des officiers ou des sous-officiers de métier de l'armée française, qui ont d'ailleurs à leur disposition un gros stock d'armes qui ont été camouflées après la défaite de 1940 à l'insu de la commission d'armistice. Donc, ils sont d'une efficacité militaire, c'est leur métier, sans comparaison avec les 2 autres organisations de la résistance. Donc, paradoxalement, d'ailleurs, c'est plutôt avec le corps franc Pommiès que les relations avec Alger vont être le plus compliquées, puisque son chef, le lieutenant-colonel André Pommiès, ne reconnaît que tardivement, le 8 août 1944, la direction du chef militaire des forces françaises de l'intérieur local, le colonel Serge Hacher, dit Ravanel, qui a été nommé à ce poste par Alger. Alors, concernant le projet d'une escadrille militaire, donc, du coup, Alger donne finalement suite à l'idée de Ségaud, mais à condition que Cassou et Ravanel en aient le contrôle direct, que ce contrôle ne soit pas effectué par des organisations de la résistance. Alors, Ségaud, il va mettre son idée en pratique et il va rentrer en contact avec Marcel Doré, le pilote attitré de la société Dewatin, puis de la SNKZ. Il va utiliser ces relations pour rassembler un groupe de pilotes prêts à passer à l'action, pour beaucoup des pilotes d'usine ou quelques pilotes démobilisés. Tout ceci se fait clandestinement avec la plus grande précaution, pour éviter toute dénonciation. Enfin, tout le monde est sur le qui-vive le 6 juin 1944 quand les Alliés débarquent en Normandie. Une dizaine de semaines plus tard, le 15 août 1944, les troupes françaises et américaines débarquent en Provence, libèrent la ville de Marseille et foncent vers le nord en remontant la vallée du Rhône. Pour les troupes allemandes qui sont présentes dans le sud-ouest de la France, c'est le début du sauve-qui-peut de peur de se faire prendre dans une nasse, avant que les 2 armées alliées ne fassent leur jonction, ce qu'elles vont faire à Langres le 12 septembre 1944. Aussi, donc, le 19 août 1944, les Allemands commencent à plier bagages de la ville de Toulouse, et plus généralement de toutes celles du sud-ouest. Hitler a donné des ordres à une partie d'entre elles d'aller se replier dans les ports français de la façade atlantique et de s'y retrancher, afin d'empêcher que les Alliés ne puissent y débarquer du matériel. Pour les autres, elles vont, harcelées par la résistance, elles vont tenter de fuir à travers le Massif central, dont la tristement célèbre 2e division de Panzer SS Das Reich,
qui va se signaler en commettant diverses exactions, dont le massacre de la population d'Oradour-sur-Glane et celui de la ville de Tulle. Il y avait à peu près 210 000 militaires allemands qui vont fuir et un gros tiers d'entre eux vont être capturés par les forces françaises de l'intérieur. Donc comme les Allemands plient bagages, les chefs de la résistance, alors que les Allemands sont encore dans la ville, se réunissent clandestinement à Toulouse le soir du 19 août pour définir leur plan d'action, sous la présidence du commissaire de la République, Jean Cassou. Ségaud, qui est présent, il annonce à tous les chefs de la résistance, on va créer un groupe de chasse. On le regarde un peu sceptique, mais il dit, c'est bon, j'ai rassemblé les pilotes, on va occuper l'usine, on va en remettre en état de vol, et j'aurai des avions à votre disposition. Bon, les responsables de la résistance se quittent, et malheureusement, au sortir de la réunion, la voiture qui transporte Cassou et Ségaud va tomber sur une patrouille allemande qui va ouvrir le feu. Ségaud, blessé, va parvenir à s'enfuir, tandis que Cassou va être tabassé par les soldats allemands et laissé pour mort, dans le coma. Alors, il va y survivre, mais il va se retrouver, évidemment, temporairement incapable, tout comme Ségaud d'ailleurs, d'assurer ses fonctions. Donc, Alger va nommer un nouveau commissaire de la République pour assurer l'autorité de l'État dans le sud-ouest, Pierre Berthaud, qui va remplacer Cassou au pied levé, mais qui va avoir toutes les difficultés du monde à s'imposer au Capitole, à l'hôtel de ville, face aux forces françaises de l'intérieur qui entendent bien tout diriger. Donc l'ordre de Cassou, cependant, a été donné à Doré de procéder à la création du groupe. Et c'est ce qu'il va faire. Il va superviser la remise en état des deux Watines en état de vol et va créer ce qui va être connu sous le nom de groupe Doré. Les ouvriers de la SNKSE vont s'organiser dans une sorte de soviet à teinte communisante et vont prendre possession de l'usine de Saint-Martin-du-Touche et immédiatement se remettre au travail avec acharnement. Ils vont remettre un De Watine en état de vol dès le 20 août 1944, qui immédiatement va effectuer une mission de reconnaissance à l'est de Toulouse, parce que si la ville est libérée, il reste encore nombre de détachements allemands en fuite sur les routes du sud-ouest. Parallèlement, le corps franc Pommiès a capturé sans combat le terrain et l'usine de Tarbes-au-Sein, et un premier De Watine va y être remonté et essayé par le chef pilote de l'usine, le capitaine Jean Cliquet. Marcel Doré va aussitôt leur rendre visite pour les amalgamer à son groupe. Le 31 août, ce groupe comporte au total 5 De Watine, 4 issus de l'usine de Toulouse, plus un d'ailleurs qui a été perdu par un accident en tuant son pilote, et un à Tarbes. Alors, regardez le profil de l'avion de Tarbes, c'est peut-être un détail pour vous, mais qui a toute son importance. Ce De Watine 520 porte l'insigne du corps franc Pommiès, l'étoile noire. Corps franc Pommiès, sans trop tenir compte de l'état-major de Toulouse, donne directement des ordres de mission à cette mini-escadrille qui comporte en septembre 2 De Watine en état de vol et 3 pilotes, et qui vont aller mitrailler les quelques convois allemands signalés sur les routes du sud-ouest. L'escadrille de Toulouse, que commande directement Doré, va faire la même chose et effectuer des reconnaissances dans tout le sud-ouest, voler jusqu'à Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Perpignan, afin de renseigner les unités FFI qui poursuivent ces colonnes allemandes. Au début du mois de septembre 1944, une partie des troupes allemandes en fuite se retranche effectivement dans les points de la côte, les villes de Royan et du Verdon, qui sont au nord et au sud respectivement de l'extrémité de l'estuaire de la Gironde, pour en condamner le passage et ainsi neutraliser le port de Bordeaux. Ils font de même à l'estuaire de la Loire, à Saint-Nazaire, pour bloquer le port de Nantes, et ils tiennent aussi la ville de La Rochelle et les îles de Ré et d'Oléron, sans parler de quelques points en Bretagne. Donc les troupes FFI vont se mettre en place pour les encercler. Et le 5 septembre 1944, un De Watine du groupe Doré effectue une première mission de reconnaissance sur Royan. Le 9 septembre, le groupe reçoit l'ordre de la région R4 de mitrailler avec tous ses appareils disponibles le château d'eau du Verdon qui sert de point d'observation aux troupes allemandes. Seuls 2 De Watine peuvent décoller et le 10 septembre effectuer la mission. Et d'ailleurs, un des De Watine va être descendu par la DCA et son pilote capturé, mais il s'évadera rapidement vers les lignes alliées. Donc, le groupe Doré va être officiellement homologué par l'état-major de l'armée de l'air le 16 septembre 1944, date à laquelle le général de Gaulle effectue une visite à Toulouse. À la sortie de son avion, il est accueilli avec enthousiasme à Toulouse-Blagnac, c'est-à-dire Saint-Martin-du-Touche. Vous le voyez ici, il salue Marcel Doré, qui a un béret, et avec ses pilotes, il est au garde à vous. On voit les De Watine 520 alignés, et on note la présence de Marcel Ségaud, que l'on voit avec le bras en écharpe. Et lui et les officiers de l'armée de l'air qui l'accompagnent ne manquent sans doute pas de remarquer les inscriptions FFI sur les De Watine, ce qui leur plaît guère, parce que le général
est conduit par Pierre Berthaud au Capitole, sous les hurrahs des Toulousains, et le convoi est survolé par 5 de Watine, qui évidemment suscite l'enthousiasme des Toulousains. Et là, général de Gaulle, au Capitole, va y rencontrer les chefs FFI locaux, envers lesquels il va se montrer d'une extrême froideur, et va leur faire comprendre que maintenant, l'ordre républicain doit s'appliquer. Les unités FFI doivent intégrer l'armée régulière ou être dissoutes. C'est plus ou moins le cas du groupe Doré, qui est dans le viseur de l'état-major, comme les unités FFI. Alors que d'autres de Watine font sortir de l'usine toulousaine de Saint-Martin-du-Touche de nouveaux pilotes, des réservistes remobilisés vont compléter l'effectif et tous ont besoin d'un sérieux décrassage pour se remettre au niveau. Donc la formation des pilotes va devenir l'activité principale du groupe qui va réaliser au mois d'octobre 1944 ses dernières missions de reconnaissance dans le sud-ouest, alors qu'il n'effectue plus que des missions contre Royan et la Pointe de la Grave en octobre et novembre. L'armée de l'air va finaliser la reprise en main du groupe en envoyant un officier pour en prendre le commandement. Et cet homme, c'est le commandant Robert Tholon qui y arrive le 22 novembre 1944. C'est un as de la campagne de 1940 et plus exactement, c'est même le meilleur pilote sur Bloc 152. Il a remporté 8 victoires aériennes durant la campagne de mai-juin 40 sur cet appareil. Après l'armistice, il a été mis en congé d'armistice sous Vichy. Il a été affecté à la tête d'un chantier de jeunesse qui s'appelait Jeunesse et Montagne, dont il va faire un foyer de résistance et qu'il va transformer en maquis lors des combats de la Libération, où il va se distinguer à la tête de ses hommes lors du combat du pont de Decize sur la Loire durant la nuit du 9 au 10 septembre, empêchant l'ultime tentative de repli d'une colonne allemande qu'on appelait la colonne Elster, et qui évacuait le sud-ouest, et comme elle ne pouvait pas passer la Loire, elle a du coup été contrainte d'aller se rendre aux troupes américaines. Donc ceci est un des succès majeurs de la résistance française, et dont Robert Tholon est un des héros incontestés. Donc c'est l'homme de la situation pour reprendre les commandes du groupe Doré, qui est un groupe FFI. Et quant à Marcel Doré, il est quelque peu amer de quitter son groupe, mais on lui fait comprendre qu'à 44 ans, avec son gros bide, il faut laisser la place aux jeunes. Donc Tholon a le tact de le traiter avec beaucoup d'égards, et la transition se fait en douceur. Le 30 novembre 1944, le groupe Doré cesse officiellement d'exister, après un peu plus de 3 mois d'opération, au cours desquelles il a mené 56 missions de guerre, 35 à partir de Toulouse, 21 de Tarbes, et fait au total 87 sorties d'appareil. Donc, il compte à sa disposition 21 pilotes, dont 2 ont été tués par accident, et il a reçu 34 de Watine 520, 29 retapés par l'usine de Toulouse et 5 par celle de Tarbes. Le groupe Doré va devenir le groupe de chasse 2-8 Saintonge et va être intégré dans un ensemble plus large, ce qu'on appelle le commandement des forces aériennes de l'Atlantique, du général Édouard Corniglion-Molinier, et que ce groupe est chargé de combattre les poches allemandes de l'Atlantique et va être composé d'unités aériennes dotées d'avions de seconde main. On a un groupe de bombardiers bimoteurs qui a été créé en Afrique du Nord avec des avions survivants de la campagne de 1940, équipés de Douglas Boston DB7 et de Martin 167F. Donc ça, c'est le groupe de bombardement 134 Béarn qui est stationné à Bordeaux. Puis il y aura un autre groupe de bombardement qui va être créé à Toulouse avec des bombardiers allemands Junker 88 qui ont été saisis dans les ateliers de réparation locaux. Ça va devenir donc le groupe d'or, puis le groupe de bombardement 131 Onis. Ces 2 groupes de bombardement sont complétés par une flottille de bombardiers en piqué de l'aéronaval, le groupe aéronaval numéro 2, qui lui est équipé de Douglas SBD Dolness et va être positionné à Cognac où se trouve également un groupe de reconnaissance qui est surtout destiné à faire du réglage d'artillerie, est équipé de Fissler Storch capturé, c'est le groupe de chasse 333 Périgord. Le groupe de chasse 218 Saintonge, lui, va se rapprocher de la zone des combats et il va quitter Toulouse pour s'installer à Cognac à la fin de l'année 44. Il compte alors 24 pilotes qui sont maintenant à peu près bien entraînés au début de l'année 45. Il n'y a pas vraiment d'aviation allemande. On peut se demander d'ailleurs ce que vient faire un groupe de chasse dans ces circonstances dont les appareils accompagnent les bombardiers français. D'une part, ces avions aident à débusquer la DCA. Ils vont d'abord sur la zone qui est à attaquer. Alors, souvent, les Allemands leur tirent dessus. On peut voir où est la DCA. Ils vont faire des reconnaissances rapides, car certains de Watine 520 sont équipés d'un appareil photo dans le fuselage. Et ils effectuent toujours des mitraillages au sol, et même en de rares occasions, quand même, des tentatives d'interception. Parce que l'aviation allemande, elle n'est pas totalement rayée du ciel. Il y a des avions de transport qui font des liaisons vers l'Allemagne pour y évacuer quelques soldats et apporter du ravitaillement. Et ainsi, le 17 janvier 1945, 2 de Watine 520, l'un piloté par le sous-lieutenant Amaury Montfort, et
et un autre par l'adjudant André vont décoller sur alerte pour tenter d'intercepter un avion allemand Henkel 111 qui a été signalé au départ du terrain de Royan-Médis. Et en raison du brouillard, ils ne vont pas parvenir à le repérer sur place et ils vont rentrer bredouillés. Le 18 février 1945, le groupe de chasse Saintonge se voit annoncer qu'il va être équipé sur Spitfire. La dernière mission sur Dewatin 520 a lieu le lendemain et les pilotes partent pour Bordeaux pour y recevoir leurs nouveaux appareils. Donc les pilotes auront fait au total 31 missions de guerre pour 73 sorties et perdu 2 pilotes sur accident. Alors est-ce la fin de la carrière opérationnelle du Dewatin 520 ? Pas tout à fait, parce qu'une partie des appareils du Saintonge vont être récupérés par le Centre d'instruction à l'aviation de chasse et de bombardement, le CIACB de Toulouse. Mais une autre partie va servir à équiper une des 2 escadrilles d'une nouvelle unité, le groupe de chasse et de bombardement 1-18 Vendée. C'est une unité mixte, comme son nom l'indique, de chasse et de bombardement. Une de ces escadrilles est équipée de bombardiers en piqué A-24. C'est la version terrestre du SBD Daultness. Et son autre escadrille, elle va être équipée de Dewatin 520. Le 1-18 Vendée va prendre la suite du Saintonge à Cognac et va poursuivre ses missions et en ayant une dizaine de Dewatin 520 dans son effectif, dont un d'ailleurs va être perdu dans un accident en tuant son pilote. Le 24 avril 1945, le lieutenant Alfred Testo-Thierry, en effectuant une mission de reconnaissance matinale sur la ville de La Rochelle, manque de peu d'obtenir la dernière victoire aérienne sur Dewatin 520 en repérant un avion allemand qu'il prend en chasse mais qu'il va perdre de vue en raison de l'huile qui maculait son pare-brise. La dernière mission de guerre d'un Dewatin est effectuée le 29 avril 1945, la veille de l'opération Jupiter qui est lancée par les troupes françaises et qui va aboutir à la libération de l'île d'Oléron. Donc au total, il y a eu 58 Dewatin 520 qui ont été produits, ou du moins réparés, depuis la libération pour le compte des forces françaises, dont d'ailleurs le plus haut numéro de série, c'est le numéro 905. Maintenant, la fin de carrière après la guerre. Quand la guerre avec l'Allemagne cesse, il reste à peu près 60 Dewatin 520 dans l'inventaire de l'armée de l'air, environ 40 en état de vol en métropole et 20 en Afrique du Nord. Bien, ceux qui sont en Afrique du Nord vont encore servir dans le restant des années 1940 au centre d'instruction à la chasse à Meknes. Beaucoup vont être repeints en blanc, comme vous le voyez sur cette photo en couleur, et même l'un d'entre eux, d'ailleurs, va être repeint avec des zébrures noires, le zèbre, pour le plus grand bonheur des maquettistes modernes. L'armée de l'air va faire retaper les 40 autres qu'elle a en métropole. C'est plus l'usine de Toulouse qui va s'en occuper, qui est passée sur autre chose, mais un atelier de remise en forme va être monté à la SN Caso, c'est-à-dire la Société navale de construction aéronautique du Sud-Ouest. Et pour l'entraînement, pour servir à entraîner des pilotes, rien de mieux qu'un avion à double commande, avec un moniteur derrière. Donc, 14 au moins des Dewatin 520 vont être transformés en appareils à double commande avec l'ajout d'un poste pour le moniteur. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir des Dewatin 520 à double commande sur l'ensemble de ces photos. Les Dewatin vont servir dans les années 40 à l'école des moniteurs de Tours, certains monoplaces, certains biplaces, et des monoplaces vont même terminer leur carrière à l'escadrille de présentation de l'armée de l'air, dite escadrille du baron Hector. C'était un ancêtre de la patrouille de France. Très vite, le manque de pièces détachées et le fait que des avions bien plus modernes vont entrer en production et vont être disponibles, les Dewatin vont finalement être mis au rencard et le dernier d'entre eux va voler en l'année 1953, tournant la page de cet élégant petit chasseur. Eh bien, que sont-ils devenus, ces Dewatin ? Il y en a quand même 4 qui ont survécu au ferrailleur. Et là, on ne parle plus d'un appareil opérationnel, mais d'un appareil de collection. Le numéro 408, qui était un appareil du groupe de chasse 3-7 à l'armistice de 1940, qui a été stocké, récupéré par les Allemands en 1942, et finalement utilisé pour l'entraînement après la fin de la guerre à l'école des moniteurs de Tours. Il a été cédé au musée de l'air, et le musée de l'air et de l'espace, donc du Bourget, l'a remis en état de vol dans les années 1980. Et il a fait le bonheur de tous les passionnés de l'armée de l'air en participant à plusieurs meetings. Malheureusement, il a été détruit le 13 juillet 1986 lors d'un meeting à Vannes, en Bretagne, dans un accident qui a entraîné la mort de son pilote, le commandant Christian Bove, qui vraisemblablement a fait une syncope aux commandes. Il n'en reste évidemment plus rien.
Un autre De Watine, le numéro 603, qui était construit sous Vichy, qui a été utilisé par le groupe Doré, lui a été transformé en double commande. Il a été, après la guerre, retransformé en monoplace et exposé en statique devant la base de Salon de Provence. Il a été récupéré et restauré par le musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui l'a confié au Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, à Bordeaux, qui en a entrepris la véritable restauration. Et donc, il y a une dizaine d'années, en 2012, elle l'a même exposé. Mais malheureusement, donc, il a été récupéré par le musée de l'air et de l'espace, qui, aux dernières nouvelles, le stocke toujours dans ses réserves. Il en reste encore deux, et ces deux-là, vous pouvez aller les voir. Le premier, c'est le numéro 650 DC, ce qui était un appareil double commande. Il a été repassé en simple commande et restauré. Il est exposé actuellement au musée de l'aéronaval de Rochefort, aux couleurs d'un avion de la flottille 1F, la flottille de chasse qui était équipée donc de De Watine. Et enfin, et surtout, il y a le De Watine numéro 862 qui a été construit pour le compte des Allemands en 1943-1944, qui a été utilisé par le groupe Doré, puis par le groupe Saintonge, puis par le groupe Vendée. Il a été affecté après la guerre à la base de Tours, puis à Étampes, et il a été récupéré par le musée de l'air et de l'espace, qui l'a complètement restauré, et actuellement, vous pouvez aller le voir, il est au musée de l'air et de l'espace du Bourget, c'est un clou de leur exposition. Il a été repeint aux couleurs du De Watine numéro 277 de Pierre Le Gloin. Enfin, donc, je conclurai. C'est exposé sur le De Watine 520 et de ces 4 vidéos pour, comme d'habitude, donner une mini bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai beaucoup parlé, l'essentiel de cet exposé concernait les De Watine 520 qui ont été utilisés par les forces françaises de l'intérieur et donc l'armée de l'air contre les poches allemandes. Alors, la plupart des revues aéronautiques en ont parlé dans divers numéros. Ceci dit, le plus récent et le plus compilé est celui de la revue Les Ailes. C'est un ancien numéro de la revue Les Ailes, le numéro 3, qui est sorti en janvier 2022, donc il n'est pas tellement ancien. Vous pouvez l'acheter parmi les anciens numéros sur le site de La Presse. Et donc cette revue excellente, qui est faite par Mathieu Coma, a réalisé une synthèse absolument excellente sur les De Watine 520 des poches, sous le titre Libéré, De Watine 520 sur l'Atlantique. Vous y avez nombre de cartes et profils couleurs et photos de très grande qualité. C'est un véritable régal pour les maquettistes si vous voulez faire un De Watine de cette époque. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Les pouces levés réjouissent mon cœur d'une tendre allégresse. Je répète, les pouces levés réjouissent mon cœur d'une tendre allégresse. Les commentaires apportent une joie ineffable. Je répète, les commentaires apportent une joie ineffable. L'abonné ne laisse échapper aucune parution. Je répète, l'abonné ne laisse échapper aucune parution.